Il est 23 h sur BFM TV. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce débrief de cette journée qui a été marquée par un incroyable marathon du président de la République et de 600 élus normands qui, dans cette commune de Grand-Bourterold, se sont réunis tout au long de l'après-midi et même jusqu'à 22h15. Vous avez suivi ça en direct, bien sûr, sur notre antenne. Un dialogue fructueux, souvent d'ailleurs un peu vif, comme le disait Bruno Jeudi. Un tout petit peu tendu, notamment à la fin où ça a été un petit peu, voilà, il y a eu des moments de tension, mais c'est normal aussi, c'est le débat qui s'est exprimé. Dans l'ensemble, ça a été un dialogue républicain, pourrait-on dire. Là, on se demande effectivement, ils étaient 600, on va retrouver tout de suite Fabien Crombé, si les élus qui ont participé à cette réunion en sont sortis convaincus, et aussi ce qu'en ont pensé les gilets jaunes qui étaient autour et qui avaient préparé un petit comité d'accueil pour le président. Fabien. C'est sans doute le grand contraste de cette journée. Alors en apercevant et en croisant ces maires, ces élus à la sortie de ce très long entretien, ces 7 heures passées avec le président de la République, globalement ce que l'on ressent, c'est la satisfaction de l'exercice, la satisfaction d'être écouté, de pouvoir poser des questions au président de la République dans un mode assez insolite. On est face à des maires, alors la grande majorité étaient des maires de ce département de l'Eure, souvent des petites communes, on a vu quelques centaines, 1200 habitants qu'on a pu interviewer et qui avaient pu poser leurs questions, obtenu des réponses, des clarifications, et ensuite beaucoup d'entre eux étaient prêts en tout cas à continuer ce fameux grand débat qui leur est demandé par des cahiers de doléances et par des réunions publiques. Ça, c'est le côté un petit peu des élus, qui a visiblement été une opération réussie pour le président de la République, du peu d'élus que nous avons vus, mais globalement qui en sont sortis satisfaits. Et puis le contraste, il est de ces gilets jaunes qui ont été plutôt tenus largement à l'écart de cette commune ici. 2 délégations de 5 personnes, donc seulement 10 gilets jaunes, ont pu s'entretenir avec la secrétaire d'État qui gère ce grand débat dans la mairie. Ils ont d'ailleurs insisté pendant 4 jours pour pouvoir être reçus, et c'est ce matin seulement que le gouvernement les a appelés en disant c'est ok pour pouvoir nous parler. Eux sont ressortis beaucoup plus frustrés parce que ce grand débat pour eux est flou. Ils ont beaucoup plus de mal que les élus, eux, à entendre le message que les décisions ne vont pas être prises demain, mais qu'il faut attendre 2 ou 3 mois. Et puis, dans leur discours, c'est des mesures immédiates et puis une volonté d'avoir de nouveau le droit de manifester et de retourner sur les ronds-points. Donc, ça va être le grand enjeu de savoir, une fois qu'on a eu cette opération avec les élus, si le message porté par la présidente de la République peut atteindre ces manifestants qui, on l'a vu encore aujourd'hui, restent très réfractaires à cette idée de grand débat, et ils ont du mal à voir en quoi ça pourrait donner raison à leurs exigences, à leurs attentes en tout cas. Merci beaucoup Fabien Crombé, merci pour ces explications en direct de Grand-Bourterold. Nos invités qui nous ont rejoints à l'instant, donc Sarah Legrain, bonsoir. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Florence Portelli, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente du groupe Les Républicains d'Île-de-France, maire de Taverny, secrétaire général du mouvement Libre. À vos côtés, Philippe Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Association des maires de France et vous êtes maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Et puis Olivier Damézin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Député de la République En Marche du Lot-et-Garonne, référent du grand débat de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été reçu par le Premier ministre aujourd'hui. Oui. Vous avez expliqué un petit peu ce que vous deviez faire pour organiser tout ça. Bruno Jeudi, bien sûr. Bruno, on peut refaire un petit point. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur BFM TV, 7 heures de rencontre. Alors ça, vraiment, on n'avait pas vu venir. On n'imaginait pas que ça allait durer aussi longtemps et que, au fond, ce premier grand oral allait se transformer en marathon pour le président de la République et pour les élus, parce que c'était un dialogue. Quel était l'objectif du président et l'a-t-il atteint ? L'objectif du président, déjà, c'était d'engager le débat avec les élus à double niveau. D'abord dans le cadre de ce grand débat et cette attente autour de sortir de la crise des Gilets jaunes. Et puis, accessoirement aussi, reprendre de langue avec les élus. On sait que depuis le début du mandat, ça n'a pas été simple. Et l'objectif du président était beaucoup aussi de s'appuyer sur ces élus. On sait qu'il attend d'eux, en tous les cas ceux qui le voudront, d'organiser des débats, qu'il a bien compris qu'il fallait repartir du bas pour essayer de reconnecter avec le pays. Et puis il a lui-même, j'allais dire, à la fin de ce long marathon de plus de 6h30, il a lui-même dit que c'était l'acte 2 de son mandat qui s'engageait avec ces réunions dont on a vu la première toute la journée. Donc
Il a posé les enjeux. Après, il a répondu à une quarantaine de questions, interpellations des maires. C'était aussi un moyen pour lui de rentrer dans l'atmosphère. Il faut rappeler quand même que le président de la République, c'était sa première sortie publique de l'année. Ça fait quand même depuis un mois qu'on le voit plus beaucoup. Donc il y avait aussi cet objectif pour lui de rentrer dans l'atmosphère du débat, de le lancer en quelque sorte, et puis j'allais dire de discuter avec les maires et de les encourager quelque part eux à les associer à ce grand débat. Alors on sait sans doute que M. Laurent nous en dira quelques mots, que bon, tous les élus sont pas forcément très très chauds pour relayer l'idée de ce grand débat. Et puis, on a bien vu que le président... moi, je trouve peut-être qu'il a trop parlé, hein, parce que c'est vrai que pour un premier débat, c'est assez surprenant. Pourquoi trop parler ? C'est-à-dire qu'à parler beaucoup comme il l'a fait, quelque part, il a déjà refermé beaucoup peut-être des questions qui sont posées. Il en a posé 35 hier. Alors l'objectif n'était pas de répondre... La fameuse lettre, dans la lettre. Questions, oui, en effet. Mais c'est vrai qu'il a déjà fermé beaucoup de portes et ça lui sera sans doute reproché. En même temps, hein, le président de la République, il est comme ça, hein, quand il est un peu en mode réunion comme ça, on retrouve très vite, comme chez souvent les hommes politiques, l'envie de débattre et presque, j'allais dire, par moments, ça tournait un peu au chaud à la fin. Ouais. On refait le débat ce soir sur BFM TV jusqu'à minuit et demi. Grand débrief avec nos invités. Sarah Legrain, votre sentiment sur la forme d'abord, juste un mot. Ce type de dialogue, au fond, direct, c'est quand même assez inattendu. Alors, de la part d'un président en exercice. Je ne trouve pas ça si direct que ça. Je trouve que Pourquoi ? Ce grand débat s'ouvre là, non pas sous la forme en fait, d'un débat permettant la participation des personnes auxquelles il est censé en premier lieu répondre, à savoir les Gilets jaunes et puis les Français qui très majoritairement soutiennent leurs revendications. Ça a pris plutôt la forme, même pas sûr d'un débat, d'un grand monologue face à des élus. De ce que moi j'ai vu, c'était... plus sous la forme d'un grand oral, on retrouvait un peu le style de la campagne de M. Macron, et avec le sentiment d'une opération séduction à l'égard, envers des élus locaux, que malheureusement, je trouve, le président essaye d'embarquer dans sa stratégie de retranchement, hein, dans sa stratégie de citadelle. Et je trouve que finalement, cette opération séduction, j'ai même des doutes sur le fait qu'elle ait convaincu les maires eux-mêmes, puisque M. Macron ne s'est pas illustré par son respect des élus locaux depuis le début de son mandat. Juste sur ce point-là, on n'a pas de sondage sur les 600 qui étaient dans la salle, enfin les commentaires qu'on a pu entendre et ceux que nous avons pu interviewer, on en a interviewé un paquet depuis 22 heures, étaient plutôt... Pardon ? Il y en a beaucoup qui étaient de son bord, hein, si j'ai bien compris, qui sont... Des maires macronistes. Beaucoup de maires et La République En Marche, quand même. Malheureusement, non. En Normandie et dans la France entière. Qui sont en soutien à la majorité présidentielle. Non, mais je trouve que c'est important à souligner. Mais au-delà de ça... Difficile de le dire, c'est ce que je voulais dire. En fait, il y a eu... bon, vous en parlerez sans doute mieux que moi, monsieur, mais il y a une conférence annuelle ou un congrès annuel de l'Association des maires de France auquel M. Macron ne s'est pas rendu, ce qui a beaucoup choqué à ce moment-là. Ça aurait été l'endroit, le lieu d'une grande discussion avec les élus locaux. Là, on sent que M. Macron appelle à la rescousse des élus locaux qu'il a plutôt méprisés depuis le début de son mandat pour faire tampon entre lui et la France en colère, la France qu'il a mis en colère. Je pense que ça ne marchera pas. Je pense que même les maires ne seront pas forcément dupes, mais ce qui est sûr, c'est que les Français eux-mêmes n'y ont pas vu du tout une ouverture et n'y ont pas du tout vu de réponse à ce qui est exigé dans le pays au plus vite. C'est une façon, en fait, de gagner du temps pour M. Macron et d'en faire perdre à tout le monde. Florence Portelli, avez-vous été convaincue aujourd'hui ? J'ai passé l'âge, hein, mais bon, c'est un one-man show. Bon, vous savez, des hommes politiques qui font des one-man show, on commence à être un petit peu habitués. C'est l'air du temps, c'est peut-être le quinquennat, le temps raccourci, on est dans la communication. Moi, j'ai été très échaudée quand, avec mon ami Philippe Laurent, nous l'avions rencontré dans le cadre de l'Association des maires de France, où il nous avait expliqué que la décentralisation, il n'y croyait pas, et que l'autonomie financière des collectivités locales, pour lui, c'était faux. C'était quelque chose qui ne pouvait pas exister en France, pouvait exister éventuellement ailleurs, et qu'en plus, qu'il n'y croyait absolument pas. Donc c'est quelqu'un qui nous a posé ce postulat-ci il y a seulement 2 mois et demi, 3 mois. C'est ça à peu près, Philippe. C'était fin novembre. Donc fin novembre. Donc du jour au lendemain, il changera d'avis. Je pense que tout simplement, il est acculé. Qu'il veuille renouer du lien avec les Français, tant mieux. Je crois qu'il a recommencé aussi les petites phrases, donc il va falloir qu'il fasse quand même très attention à sa nature profonde. Mais qu'il renoue du lien, nous on le souhaite. Parce qu'une crise entre le chef de l'État et le peuple, moi même si je ne suis pas du bord de la République En Marche, je ne le souhaite pas. Je souhaite que ça marche. Mais là où j'ai aussi un doute sérieux, c'est que ce débat, une fois qu'il aura lieu, c'est bien que les gens puissent s'exprimer. On va faire une synthèse nationale. Une synthèse nationale. Je vous assure que le problème que nous on voit en tant que maire, c'est que dans tous les territoires, les problèmes sont différents.
et qu'il faut au contraire une approche décentralisée. Je prends l'exemple de mon département, le Val d'Oise. Le Vexin, une zone entièrement rurale. Argenteuil, une zone très urbaine avec tous les problèmes que peut rencontrer la banlieue. La vallée de Montmorency, encore une autre zone. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Quelle synthèse globale on va pouvoir proposer à des gens qui ne vivent pas la même réalité alors qu'on veut être plus proche d'eux? Vous soulevez une question importante. Alors, on va se tourner tout de suite vers M. Damézin. Vous êtes référent du grand débat. Comment on fait? Madame Portelli a raison. Les revendications sont différentes suivant les territoires. Déjà, je voudrais rebondir. Moi, j'ai pas du tout eu la même impression que vous. Allez-y. Ça serait pas une surprise, mais franchement, quand on voit l'accueil au départ des maires, il est quand même mitigé. Et malheureusement pour la République En Marche, il n'y avait pas énormément de maires de la République En Marche dans la salle. L'accueil était quand même mitigé et qu'à la fin, on peut dire quand même qu'il part quasiment sur une ovation. Il est applaudi. On peut aucun dire. Applaudi, oui, sans exagération, il n'est pas loin de l'ovation, on va dire. Mais bon, ça, c'est pas la solution. Par rapport au retour du grand débat, il y aura une analyse qui va être faite avec des bureaux, des structures qui ont l'habitude de faire ça. Il y aura une remontée qui vont revenir au niveau du Parlement, au niveau aussi des groupes politiques, au niveau des chercheurs, au niveau des associations, tous. Il y aura toute cette base de données, on pourra voir dedans ce qu'on peut faire. Et nous, de toute façon, de toute manière, on va en tirer des conséquences. On ne va pas faire ça pour rien. Bien au contraire. Mais comment allez-vous gérer la question? En fait, la question, je trouve vraiment est très intéressante. C'est comment allez-vous gérer les différents. Vous allez être obligé de rendre. C'est pas un pavé que vous allez rendre, c'est plusieurs bottins que vous allez être obligé de rendre compte tenu de la diversité des revendications. Je vous rassure, on est à l'ère numérique. Je vous rassure, on est à l'ère numérique. Donc vous allez envoyer ça par mail. Ça sera plus simple. L'analyse sera bien plus simple. Non, mais bon, de toute façon, ça va être un travail festif. De toute façon, ça n'a jamais été fait. Hein. Ce qui se passe là, ça n'a jamais été fait. Et de toute manière, je pense que c'est vraiment un second souffle politique. Et c'est une chance. Moi, je crois que c'est une chance de pouvoir avoir ce grand débat maintenant qui va être mis en place avec des propositions qui vont peut-être tous nous surprendre d'ailleurs. Hein. Philippe Laurent. Alors d'abord, vous savez, moi, je voudrais vous poser une question différente. J'ai demandé à tous nos invités, même depuis 22 heures, ce qu'ils avaient pensé du président. Comment vous avez trouvé les maires? Vous qui êtes président, secrétaire général de l'Association des maires de France. Je vous dirais, avant de vous répondre, si vous me permettez, je voudrais juste dire un petit mot. Je trouve que quand même le système ne fonctionne pas très bien parce que, voyez-vous, dans notre pays, le grand débat, il doit avoir lieu au moment de l'élection nationale. L'élection nationale, en France, c'est l'élection présidentielle. Ça a encore été renforcé par le quinquennat, c'est comme ça. Et malheureusement... alors, c'est pas forcément, c'est pas la faute de M. Macron ou d'un autre, c'est notre système qui ne fonctionne plus, et c'est peut-être ce système qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, je note que dans les questions posées, il n'y a aucune question sur l'institution présidentielle. On parle du Parlement, mais il ne se pose pas de questions sur lui-même. Aucun tabou peu dans importe. le débat, hein. C'est juste une remarque. Je vous en prie. Maintenant, s'agissant de l'attitude des maires, vous savez, les maires, ils sont profondément républicains. Et on l'a vu à chaque fois, même lorsqu'il y a des grandes tensions entre l'exécutif national et les maires, lorsque des questions de sécurité sont en jeu, les maires répondent immédiatement présents. Ça a toujours été le cas avec tous les gouvernements. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc les maires sont profondément républicains. Et lorsque, en réalité, ils applaudissent à la fin du débat le président de la République, ils le font d'abord pour le remercier d'être venu, comme il l'avait fait d'ailleurs au Congrès de 2017 et au Congrès des maires de 2017. Et ils le font aussi sans doute pour saluer une forme de performance. C'est une forme de performance. Et vous ne croyez pas qu'ils ont été... Il ne s'agit pas de dire convaincus, parce que ça, évidemment, c'est très difficile. Alors, mais en tout cas, ils ont été heureux de ce dialogue. Entre être heureux qu'il y a un dialogue et être convaincu, c'est pas la même chose. C'est déjà pas mal. Oui, certainement, certains ont dû être convaincus par telle ou telle réponse. J'ai noté un point... Je sais que le président de la République a évoqué notamment une révision, non pas une réforme, mais une révision de la loi sur l'intercommunalité, de la loi NOTRe, qui est une loi qui fonctionne pas très bien. Nous l'avons demandé fortement pendant le Congrès, et il a dit il faudra sans doute la revoir, non pas tout bouleverser, mais la revoir, notamment dans des points de détail. Mais vous savez, dans nos affaires, le diable est souvent dans les détails. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est salué, naturellement, puisque la très grande majorité des maires le demandent. Donc ça, c'est positif. D'accord. Donc il n'y a pas que des choses négatives, naturellement. Mais simplement, vous savez, les maires sont des gens très pragmatiques, qui connaissent bien leurs affaires, ils savent comment tout ça fonctionne, et ils sont quand même assez difficilement manipulables. Et ils ne vont pas se laisser comme ça embarquer dans un enthousiasme béat parce qu'il y a eu cette affaire-là. On n'a pas senti d'enthousiasme béat, ça je vous rassure, c'est pas ce qu'on a ressenti. Non, et puis ça ne serait pas très positif d'ailleurs. Hein. Et puis là, c'était intéressant ce que disait Philippe, parce qu'il y a des choses qui sont positives pour les maires, en effet, concernant notamment l'intercommunalité, mais le président de la République, il n'est pas censé apporter déjà des réponses, puisqu'il ouvre un débat. Et il n'est pas censé même connaître les questions, puisque les gens ont le droit de poser toutes les questions qu'ils veulent.
Donc vous voyez, c'est déjà compliqué parce Il n'a pas apporté de réponse il a commencé forcément sur certains points. sur certains sujets. En revanche, il a fait une annonce qui a pu surprendre sur les 80 km/h. Il dit, ce soir, il peut y avoir des aménagements. On écoute le président de la République. Oui. La vie de nos concitoyens qui est en jeu, c'est malgré tout une politique de sécurité. Et il n'y a pas que le 80 km/h. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a une bronca. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter? Franchement, non. Parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent? Sans doute oui. Voilà. 80 km/h, oui, aux aménagements. On recule là-dessus? Alors, pour moi, là, ça tombe mal de me poser la question à moi, parce que je fais partie des députés qui n'étaient pas pour ça. Donc, Vous devez être content. Comment? Vous devez être content. Non, moi, là où je suis très content, c'est s'il y a beaucoup de moins de morts sur la route. Ça, je serais très content. Non, mais donc d'accord, si cette mesure amène ça, il faudra qu'elle reste. Par contre, moi, depuis le début, ce que j'ai dit, en tant que député et en tant que député de la ruralité, c'était qu'il fallait que ce soit les départements qui gèrent les routes. Il y a des routes, on pourrait même rouler à 100 si vous voulez dans certains départements, des routes nationales, départementales. Et il y en a d'autres, moi, autour de chez moi, je roule à 60, 110. Ça fait quand même 2 coups de boutoir contre cette mesure dont on sait qu'elle est très contestée. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui dans la presse quotidienne régionale a dit que si la mesure ne portait pas ses fruits, elle serait retirée. Et ce soir, c'est le président de la République qui se dit ouvert à des aménagements. On sent quand même que là, c'est un sujet qui... Si vous voulez, Collomb avant. Hein. Oui, mais il est plus ministre depuis là. Sarah Legrain. Écoutez, moi, je trouve que ça fait vraiment partie des petites choses égrenées pour faire diversion et pour nous faire causer dans cette grande causerie de M. Macron, où, vous l'avez dit... Les Gilets jaunes ont beaucoup parlé sur les ronds-points. Mais précisément, c'est pas du tout à la hauteur de ce qui s'exprime dans le pays. Et franchement, ça confirme ce que sera ce grand débat. D'abord, je pense qu'en termes de participation et en termes de satisfaction, ce sera un flop. Je pense que c'est un enfumage, puisque derrière, il y a la question de la décision, de comment sont prises les décisions, et que quand on voit que déjà les questions sont posées de façon très orientée, on est déjà en train de leur donner des réponses, et que de toute façon, dans sa lettre, M. Macron a annoncé que c'était ni une élection, ni un référendum, et donc en définitive, la décision, elle revient en fait au pouvoir. Je peux me permettre juste de vous demander une précision sur le flop. Vous parlez de la participation. Alors, à quoi ce débat est-il censé répondre? Non, juste sur cette question-là, vous dites que ça va être un flop. Vous parlez de la participation ou vous parlez de... Alors, du point de vue de M. Macron, moi je pense que l'objectif de ce débat, je vais vous le dire franchement, je pense que l'objectif de ce débat est pour M. Macron d'acheter du temps parce qu'il espère que le mouvement va s'essouffler. Dans quel contexte arrive ce débat? Ne perdons pas notre temps à discuter des 80 km/h. Dans quel contexte il arrive? Il arrive dans un contexte où vous avez une mobilisation massive dans le pays, un mouvement social comme on n'a pas vu depuis des années, qui est très 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 largement soutenu par les Français et que les Français continuent, visiblement dont le soutien se renforce. Bon, je suis surpris que vous balayez cette question des 80 km/h comme si c'était un truc qui n'existait pas. Moi, je suis convaincue que j'en entends parler depuis des mois et des mois. Attendez, écoutez, ce qu'on entend, c'est vraiment, là, ce qu'on devrait se dire, c'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour la justice fiscale et sociale dans le pays? Qu'est-ce qu'on attend pour récupérer les 80 milliards de fraude fiscale, pour organiser la transition écologique, pour développer les services publics de proximité? Qu'est-ce qu'on attend pour refondre les institutions? Puisque, en fait, quand partout en France, on entend Macron démission, ce qu'on entend, c'est la contestation d'une hyper-présidentialisation qui est liée à la Ve République, mais qui est aussi liée à l'usage que M. Macron en fait. Qu'est-ce qu'on attend pour proposer donc une constituante et une révision globale du cadre social? Eh ben, oui, à partir de combien c'est un flop? Non, sérieusement, on se pose tous la question. Mais à quoi ça sert? C'est une vraie question. On se pose tous la question de combien de Français vont participer à ce débat. Ça dépend. Moi, j'en sais rien. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif est d'éteindre le mouvement? Ça ne marchera pas. Moi, je suis convaincue que ça n'éteindra pas le mouvement et la colère profonde qu'il y a dans le pays, car ce qui est attendu, c'est une bifurcation profonde, une rupture profonde sur le plan social, sur le plan démocratique, et que ce n'est pas ça les réponses que M. Macron a l'intention d'apporter, puisqu'il veut continuer coûte que coûte sa politique, qui est elle-même la continuation de toutes les politiques libérales et autoritaires qui ont été menées. Il a quand même parlé d'un acte 2 ce soir, donc ça veut dire quand même qu'il va changer des choses dans sa façon, dans sa gouvernance, peut-être dans son programme. En tous les cas, on peut, quand on parle d'un acte 2, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. On a retrouvé aussi le grand président des petites phrases, puisqu'il a quand même réussi aujourd'hui à expliquer que lui, chez lui, il trouvait facilement du travail. Ça fait écho à tout ce qu'il a dit sur traverser la rue. Juste avant que vous arriviez. Il a expliqué de la même façon qu'il avait dit qu'il y avait des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, là, visiblement. Donc il y a des gens qui déconnent. Je veux dire, ce mépris-là, tout le monde en est conscient dans le pays. Et c'est pas avec un espèce de grand monologue, de grand oral, de one-man show que M. Macron répondra
à l'exigence profonde dans le pays d'un changement de politique et au rejet profond de ce qu'il est, ce qu'il incarne, la façon dont il utilise le pouvoir et la politique qu'il exerce. Ce débat aura-t-il lieu? Oui, probablement. Est-ce qu'il y aura du monde, en effet? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à l'issue? Monsieur Laurent, d'abord, est-ce que vous allez faciliter les choses? Parce qu'on maintenant, on sait comment ça va se passer. Il faut que les maires mettent à disposition des salles. C'est ça l'idée? Ouais. Oui, alors. Qu'est-ce que vous préconisez? Comment ça va se passer à Sceaux? D'abord, l'Association des maires de France, elle ne donne pas de consignes. Donc, chaque maire fera ce qu'il entend devoir faire. Alors, le maire de Sceaux, il va faire quoi? Mais écoutez, je ne sais pas encore. Je vais en parler avec mon équipe. Non, vraiment, vous n'avez pas d'idée encore de ce que vous voulez faire? Non, ce que je ferai, et je pense que la quasi-totalité des maires le feront, c'est que si une association, un mouvement politique, etc., demande une salle pour organiser quoi que ce soit, de toute façon, aujourd'hui, on le fait déjà. On le fait déjà. Donc, le prêt de salle à des structures... j'allais dire reconnues, associatives ou partis politiques ou autres, le prêt de salle, il est du service public. C'est du service public. Toutes les collectivités, toutes les communes le font. La vraie question, c'est de savoir qui invite au débat. Moi, je pensais que c'était vous. Non, pas forcément. Et de savoir qui anime et qui rapporte ensuite les choses. Mais vous n'avez pas reçu une lettre du préfet qui vous a demandé d'organiser ça? Non. Non, de toute façon, le préfet peut demander ce qu'il veut. Hein, non, mais le préfet n'a pas dit ça. Bon, chez nous, il n'a même pas écrit encore. Donc. Vous n'avez pas trop envie de l'organiser. Non, mais vous rachetez du temps, M. Macron est en train d'en faire perdre à tout le monde. Alors que les maires, ils n'ont pas attendu M. Macron, j'en suis convaincu, pour avoir des débats. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus fin dans les réponses. C'est pas on va le faire ou on va pas le faire. Les maires n'ont pas de volonté particulière de bloquer les choses. Nous savons que ce débat, il peut être quand même utile, malgré tout, il peut être utile. C'est d'ailleurs pas un débat entre les Gilets jaunes et le gouvernement. C'est un débat entre l'ensemble des Français, le gouvernement, mais c'est aussi un débat des Français entre eux. C'est la raison pour laquelle nous disons, il ne faut pas que ce soit uniquement un débat numérique, c'est-à-dire uniquement on poste des mails, on fait du réseau social, etc. Il faut aussi qu'il y ait la confrontation orale, la discussion entre les gens, physiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut des lieux. Et les lieux, eh bien, ce sont effectivement les élus locaux, et notamment les maires, qui les gèrent, qui les ont, enfin, qui les accordent. Donc, du coup, là-dessus... Donc vous irez entrer dans les pieds, vous le ferez? Mais non, pourquoi traîner les pieds? Non, on prêtera les salles si telle ou telle association souhaite organiser. Laurent Sportelli. En revanche, il faudra être extrêmement prudent avec justement qui va animer. C'est la raison pour laquelle la question des garants est aussi très importante. Et il y a une dernière question, si vous me permettez, qui me paraît très importante aussi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière? Ça, on en a parlé tout à l'heure. L'Association des maires de France, avec les départements et les régions, ont proposé qu'il y ait une grande conférence sociale et territoriale. D'ailleurs, c'est une proposition aussi de Laurent Berger, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un événement qui tire les conclusions de tout ça, à un moment donné. Parce que sinon tout ça... C'est la grande question, c'est la grande inconnue en effet. C'est la grande inconnue et ça, nous, les maires, nous souhaitons avoir une réponse à ça, en tout cas pour ceux qui souhaitent s'engager, avant de s'engager. Florence Portelli. Non, mais les maires déjà n'ont pas envie d'être pris en otage, entre guillemets. Nous, on est des représentants républicains de l'État sur les territoires. Bon, il y a le préfet au-dessus de nous, etc. Mais on est quand même le premier échelon politique. On est le premier échelon de proximité des politiques et c'est normal que nous prêtions des salles, c'est normal qu'on nous permette d'organiser des débats, c'est notre rôle républicain. Moi, dans ma commune, j'avais mis bien avant qu'il lance son débat, le président de la République, des cahiers de doléances à disposition, mais en précisant bien qu'après, je l'ai renvoyé à Emmanuel Macron. Parce que c'est pas moi qui vais répondre, si vous voulez. C'est là où, quand même, il y a une petite entourloupe, c'est qu'on n'a pas à répondre à sa place. Bien sûr, c'est ça. Et quand la Ve République, c'est quand même une certaine hauteur. Moi, je considère qu'un président de la République, il ne fait pas un cahier comme on fait son cahier de course, avec ses listes de questions. Le président de la République, il doit orienter. Et les débats, je suis d'accord avec Philippe Laurent, ils devraient venir au moment... Vous trouvez que ce débat dévalue la fonction présidentielle? Je pense que ça lettre dévalue en partie la fonction présidentielle. Qu'il y ait du débat, c'est important. Mais je vais vous dire une chose. Déjà, des débats, nous, dans nos communes, on en fait. On en fait tout le temps. On a des conseils de quartier. Là, ils découvrent le chose parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie locale. Il n'a jamais été élu localement. C'est quand même... Non, mais moi, ça m'a toujours posé question. Il ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui fait des bonnes choses. Mais il ne sait pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est, en tous les cas, d'avoir des permanences où les gens viennent nous parler de tous leurs problèmes. Ça peut aller des trottoirs défoncés jusqu'aux problèmes de piscine, jusqu'aux problèmes fiscaux. On entend parler de tout. Y compris des choses qui ne relèvent pas de nous, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et on sait organiser ça. Mais ce que demandent les gens, pourquoi ils sont attachés encore aux maires? Je peux parler. Pourquoi les gens sont attachés aux maires? Parce que quand on regarde les sondages, il y a une défiance quand même vis-à-vis de la classe politique qui est très profonde, mais pas vis-à-vis du maire.
C'est parce que les gens aujourd'hui, dans cette société qui est déshumanisée, ils ont besoin de retisser du lien social. Moi, j'étais très frappée de voir les moments de liesse et de fraternité qu'il y avait sur les ronds-points entre les gilets jaunes. Les gens, ils ont besoin de retisser du lien social. Qu'est-ce qu'ils disent dans les campagnes, dans les zones rurales, mais même en banlieue? Le déclassement, la fracture territoriale, la fracture sociale dont on parlait déjà sous Chirac. C'était Séguin qui a avancé ces thèses-là. On n'a toujours pas résolu le problème. Les gens, ils ont besoin déjà de se retrouver. Ils ont besoin de créer de la proximité. On est dans une société qui déshumanise. Et toutes ces questions-là, qui sont sûrement très intéressantes, elles ne répondent pas aux problèmes profonds de notre société. Dans quel monde on vit? Dans quel monde de consommation effrénée on vit? Et comment on réhumanise tout cela? Olivier Damézin, ce qu'on entend est intéressant parce qu'on voit bien que le climat, le contexte particulier, évidemment, durant lequel est lancé ce grand débat n'aide pas. Parce que effectivement, l'opposition est dans son rôle, n'est pas contente de ce qui se passe, etc. Il y a une tension. Et donc, dans cette tension, il va falloir vous essayer d'organiser un débat. Ça, honnêtement, c'est un peu mission impossible, votre truc. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Parce que si vous voulez, la première journée, ça a démarré le 15. On a quelque chose d'historique. Un président qui parle pendant 7 heures avec des maires, c'était jamais arrivé. Donc on peut dire depuis Fidel Castro. Je n'osais pas faire moi-même la référence, monsieur, mais je m'étonnais que personne ne la fasse. D'accord. On parlera du Venezuela, si vous voulez. Par contre, par rapport aux garants, ils vont être nommés vendredi. Et donc il y en aura 2 qui seront nommés par le gouvernement. Il y en a un qui sera nommé par le président de l'Assemblée nationale, un qui sera nommé par le Sénat et un par le Conseil économique. Je pense que là, c'est vraiment une transparence. Là, on aura vraiment des garants qui on ne pourra pas dire que ce ne sont pas des gens qui seront objectifs. Juste, si je peux me permettre, il y a un problème peut-être si les maires ne veulent pas, ou ne sont pas, sans parler de ne pas vouloir, ne sont pas enthousiastes. Si vous voulez, moi je peux parler... qu'on peut comprendre après tout. C'est ça qui est difficile. Bien sûr, mais si vous voulez, les maires... j'ai rien contre les maires qui sont présents devant moi, ce sont des gens très charmants et il n'y a pas de souci, ils ont leur expérience. Mais moi, les maires que j'ai, si vous voulez, j'étais à des vœux d'une commune de 140 habitants dimanche. Et moi, c'est ça la ruralité chez moi. Si vous voulez, c'est les maires. Et là, il y a aussi des gilets jaunes. Et c'est pas du tout la même problématique chez vous que chez nous dans la ruralité. Oui. Et je peux vous dire que nous, d'aller dans les débats, j'ai des gilets jaunes, moi, tout à l'heure, que je les ai eus, tout à l'heure, là, au téléphone. Ils m'ont posé la question si c'était possible pendant le débat que je vais organiser, moi, en ce qui me concerne, le 25 janvier, là, si c'était possible que ce soit filmé. Et si possible qu'on commence à laisser passer le retour, justement, la question que vous posez. Oui. Mais si vous voulez, ça c'est en route, ça y est, c'est en place. Et au contraire, moi je pense que dans la ruralité, alors peut-être que dans les grandes villes, c'est peut-être pas la même vision que chez nous, dans la ruralité, mais on a vraiment un grand élan, et même au niveau des gilets jaunes, ils vont organiser eux-mêmes. Et j'insiste pour que c'est tout le monde organise des grands débats. Eux-mêmes, ils vont organiser. Pour le faire, monsieur. On ne dit pas ils ont des revendications. Ils le font eux-mêmes, c'est pas. Si vous voulez, que vous avez des assemblées de gilets jaunes et des ronds-points sur lesquels ils font des revendications. Personne ne s'est coupé, on devrait continuer comme ça. Je pense que ça sera bien pour tout le monde. On débat, donc on peut parfois aussi Tout à fait. On peut interagir. On ne voulait pas parler 7 heures, désolé par contre. Ah, vous voulez pas parler 7 heures? Ça a l'air sympathique, l'ambiance. Par contre, c'est vraiment... Il y a la France des agglomérations et la France dont la ruralité n'est pas la même. Et moi, je peux vous dire que les gilets jaunes de chez nous, ils vont créer et ils vont vraiment s'investir, vous verrez. Moi, il y a autre chose. Il y a votre discours à tous les deux. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans votre discours, c'est que vous divisez en disant, bon, finalement, il y a des problématiques qui se posent selon les territoires. Qu'évidemment, selon le territoire, oui. Mais ce qui se passe justement dans l'ensemble du pays, moi, ce qui me frappe, c'est que les ronds-points, partout en France, les assemblées de gilets jaunes, partout en France, construisent des cahiers de doléances où on retrouve des revendications qui sont très loin d'être des revendications localistes, qui sont très loin d'être de la démocratie locale, même si elle a évidemment son importance localement, qui sont au contraire des revendications sur dans quel système on est, dans quel cadre on vit, comment est-ce qu'on redistribue ou non, comment se fait le partage des richesses dans le pays, comment peut-on avoir un pays avec des salaires aussi bas alors qu'on a des dividendes aussi élevés, comment peut-on avoir une injustice fiscale telle qu'on fait des cadeaux aux plus riches et qu'on augmente des taxes injustes, etc. Et c'est ça qu'on entend dans l'ensemble du pays. Quand vous voyez la revendication du fameux référendum d'initiative citoyenne qui a fleuri dans le pays, elle dit bien un besoin d'intervention populaire sur des grandes questions nationales. Bien. Et quand M. Macron dit
qu'il va falloir Mais refaire c'est le pas contrat social. Si vous voulez vraiment pas refaire ça que un j'ai contrat dit. social, c'est tout un débat constituant qui devrait avoir lieu. C'est une constituante qui devrait être convoquée avec un vrai pouvoir donné au peuple de redéfinir les règles du jeu, Oula. plutôt qu'une espèce, désolé, mais- c'est On a connu la ça, nature de la il y démocratie, a quelques siècles, ça justement, a donné beaucoup de têtes des coupées. Oui. la constituante, oui, Oui. bien sûr, la constituante, c'est ce qui permet en fait en réalité de Mais Mélenchon définir a des les petits règles côtés, du jeu montagnards. dans un pays. Florence Et en Portet. réalité, c'est ça qu'il faudrait faire plutôt qu'un débat fumeux dont on ne sait pas au final Ok. qui prendra les décisions. Florence Portelli. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je n'opposais pas la ruralité Non, mais et j'ai pas dit la ça, j'ai pas ville. dit ça. Parce que la France, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous disais, mais encore, je prends encore l'exemple de mon département, mais c'est en grande couronne. On a de la ruralité, de la banlieue, des grandes villes. Enfin, on a toutes les problématiques possibles. Et même au sein d'une ville, il y a, selon les quartiers, pas les mêmes réalités. Quand vous dites, je parle de sujets très, très locaux, pas du tout. Allez parler des problèmes des transports à des gens qui sont en Île-de-France, qui ont des bus, Mais c'est la des question métros, de la dépense publique et des services publics. des madame, par métros, exemple, des c'est une question Uber, nationale. tout ce qu'on veut pour pouvoir circuler, et quelqu'un qui est au fin fond de la Creuse et qui, lui, n'a pas les moyens de dessert pour aller à des équipements culturels. Et qu'il y a des autoroutes pour aller- privatisées, c'est une des... Vous voyez, c'est des je questions termine, nationales. je termine. On est content qu'il y Quand ait ces des gens-là autoroutes, hein. vont s'exprimer de manière différente, parce qu'ils n'auront pas du tout les mêmes problématiques, par exemple, sur les transports. Comment on va faire une réponse unique? On ne peut pas faire une réponse unique. Ce pays il est trop centralisé. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment le président de la République, qui nous a dit non sur une poursuite de la décentralisation, parce que la décentralisation, c'est mal fait dans ce pays, comment on infléchit notre politique en matière de décentralisation pour avoir des réponses ciblées Bien. selon les territoires, en faisant plus confiance aux régions et collectivités territoriales.